C'est bon? C'est la Toon Army. C'est la Toon Army. Donc attention. Là, on ne rigole plus. T'es un artiste, toi. Écoute, hein? Oh, tiens, chef. C'est un amour. Tu as marqué un but bidon avec ce maillot. Non, non, tu vois que je compte celui-là, mais il est pas bidon sur la F. Il est pas bidon. Respectez un tout petit peu, là. Tu rentres là-dedans? Moi, bah oui, c'est mon maillot, il est sérieux, mais toi... Moi, non, je pourrais pas rentrer. Didier Roustan. La majorité d'entre vous le connaît. Moi, je l'ai rencontré en 2012 à l'occasion d'un tournage chez lui à Paris. Il devait interviewer Hatem Ben Arfa pour faire quelques vidéos pour son blog, et Hatem voulait que ce soit moi qui les filme pour être plus à l'aise. Donc là, je vais te faire une interview tranquille où on parle de tout, comme toujours, tu vois. Après, je te ferai des petites séquences où je t'explique Newcastle, où je t'explique Pelé, où je t'explique... Ça, c'est pour des trucs plus tard, machin, sympa, mais bon, laisse-toi guider. Puis de temps en temps, je vais te, tu vois, des trucs comme... tu as toujours eu dans un coin de ta tête l'équipe de France, est-ce que tu as un peu regardé, tu vois, des trucs comme ça. Tranquille, tu fais ce que t'as à faire, moi. Exactement. Fin 2013, un an après ce tournage, Didier m'a demandé de l'accompagner au Brésil. Il voulait comprendre et raconter ce pays qui se préparait à accueillir la Coupe du Monde. Didier, avec sa passion du foot et son regard singulier, était à l'image et aux commentaires. Moi, derrière la caméra, je filmais tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on voyait. Alors à notre retour, il a utilisé quelques extraits pour son blog. Mais notre vrai projet, c'était un film. Ce film, on ne l'a jamais monté. La vie est passée, comme souvent. Aujourd'hui, 8 mois après sa disparition, je ressors ces images pour lui rendre hommage, pour partager son regard tel qu'il était, brut, humain, engagé. Bienvenue dans le quartier de Maracana, la zone nord de Rio de Janeiro. En haut, une favela et en bas, le portrait de Mario Filho et le stade situé à 150 mètres de là qui porte son nom. Et oui, le nom de ce célèbre journaliste et écrivain qui est à l'origine de la création du stade pour la Coupe du Monde 1950. Ah, ça rigole pas, hein, les amis, le ballon il est là, et le Maracana aussi. Ouh, ouais, autrefois 200 000 spectateurs, aujourd'hui 80 000, il a été complètement rénové, et puis ça bosse aux alentours, et la Coupe du Monde qui arrive, il va falloir que je fasse quelque chose, que j'intervienne. C'est pas des footeux, ça, des footeux assez connus. Bon, allez, on y va. Bon, nous sommes donc à 100 mètres du Maracana qui est en face de moi et vous voyez que les travaux pour la Coupe du Monde, mais ces travaux seront-ils prêts? Quoi qu'il en soit, il y a toujours du football ici puisque vous reconnaissez plusieurs générations, Garrincha, Fred, Roberto Dynamite et Zico bien sûr. Et ça travaille dur, moi j'aiderais bien mais je ne sais pas quoi faire. Seigneur, venez ici, qu'est-ce que je peux faire? Tu pienso que... Oh, je suis tombé sur l'homme le plus timide de la Terre. Voici le boss. Tu pienso que todo es finito para la Copa del Mundo ou para los Games Olímpicos? No comprendo. No comprendo. Voilà, la réponse dégage en touche. Alors que je parle merveilleusement portugais, c'est pas de l'espagnol ces trucs. Mais bon. Parla française? No. English. Ah, you speak English a little. Do you think all these are okay when the World Cup beginning? Okay. 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 All is okay. Yeah, okay. Okay. All the world is beautiful. Yeah. Yeah. Maracana is okay. Beautiful, yeah. Beautiful. Ok. Obrigado, comme on dit chez vous. Obrigado. Bon, on va se faire manger par la route. Donc voilà, tout ça ok. De toute manière, c'est toujours comme ça à chaque Coupe du Monde. Même à 2 jours près, attention, c'est un peu le beans. Mais tout ira bien. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Je me baladais sur la passerelle, cœur ouvert aux demoiselles, etc., etc. Et au bout de celle-ci de passerelle, le stade de Maracana. De cet endroit, on est impressionné par le côté soucoupe volante géante, mais curieusement à l'opposé, ma foi, ça fait un peu vide. Bizarre, j'ai dit bizarre, mais un beau monument lié au football, bien sûr. Donc voilà, ici... Bellini, le capitaine mythique de la Coupe du Monde 58 et 62, le ballon qui représente la planète. Donc là, vous avez l'équipe qui a gagné en 58, cette plaque avec tous les joueurs. Si on continue
vous avez celle de 62, bicampeão mondial, les joueurs des tricampeão mondial, 70 donc la victoire au Mexique contre l'Italie 4-1, et puis après il y a un grand trou, il faut attendre 1994 aux États-Unis pour la victoire au tir au but, hein, contre l'Italie c'était pas évident, et après 2002 la victoire contre l'Allemagne, donc c'est Pentacampeos. 5 fois champion du monde quand même, les mecs ils ont 5 étoiles, hein. C'est pas des rigolos. Hein. Ah bah non, c'est le pays du football. Le pays du football et des artistes. Lui, il est là tous les jours. Et je crois que je vais me faire un copain, j'ai envie de me faire un copain. Allez. J'hésite. Bon, je m'approche du jongleur. On va un peu le chauffer le jongleur. Jongle mon lapin. Allez, vas-y, on arrive. C'est long. Allez, je suis là, tu me sens, j'ai envie. Allez. Ah, ça sent la fin. Allez, j'interviens. Combien de Coupes du Monde gagnées? Quanta Copa del Mundo? Não entendi. Não entendi. Não parla francês. E não parla portugais. Português sim. Ah, portugais si, portugais non. Portugais non, parce que je prends des cours de portugais, mais je ne parle pas le portugais. Olé. Il est bon. Voilà, je ne parle que le langage, celui du ballon. Incroyable. C'est reparti pour un tour de jonglage, mais je ne vais pas en rester là. Il connaît pas le roux, le gaillard. Allez, on va champer un peu. Zuzu. Zezou. 1, 2, 3. Difficile, hein? Agora, em 2014, vai ter a revanche. Ah, sim? La grande revanche. Aqui. Agora, Zuzu não tem mais. Agora nós temos Neymar. 1-0 Brasil. A França está por aqui, em Brasil. France est là. Voilà, on est prévenu, c'est pas la peine. Vão se vingar. Ok. Je m'en souviendrai. La première rencontre que nous avons faite avec Didier, c'était Paulo César, ancien international avec le Brésil et champion du monde au Mexique en 1970. Le roi Pelé l'avait désigné comme son successeur. Pas n'importe qui. Paulo, le stade de Maracanã, c'est un petit peu ton jardin, ta maison, beaucoup de souvenirs. Le premier souvenir, c'était quand? En 1967, je débute à Maracanã, j'avais 17 ans. Je signe mon contrat avec Botafogo, 2 ans de contrat. Personne ne connaissait pas chez moi. D'abord, mon père était entraîneur en Colombie, Honduras, on a passé 6-7 ans en dehors. J'arrive et je signe un contrat avec Botafogo. Et mon premier match, c'était la finale de la Coupe de Rio contre América, c'était une grande équipe de Rio, qui avait le frère de Zico et Edu, le numéro 10 très fort. Et 3 buts dans la finale de la Coupe de Rio. On gagne 3-2, champion de la Coupe de Rio. Et tu marques les 3 buts? Les 3 buts, à 17 ans. Et ouais. C'est énorme, hein, avec un public de 133 000 personnes. 133 000 personnes. Donc moi, là, à partir de ce jour-là, les gens t'ont connu. Ah oui, je disais, Maracanã, c'est chez moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce stade? Tu y as joué à maintes reprises avec Botafogo, avec d'autres grands clubs de Rio quand tu es revenu de Marseille, avec la sélection, bien sûr. Pourquoi c'est un stade un petit peu à part? Maracanã, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est Wimbledon. Ah d'accord. Celui-là, c'est Wimbledon. C'est pas Maracanã. Wimbledon. Donc, ça veut dire il est petit. Oui. Les gens, non, le pauvre ne peut pas venir aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est pour ça. C'est trop cher. Oui. Principalement là, quand on était là. Oui. Les chaises, tu sais, la tribune VIP. Oui. Moitié, millier. C'est 400 balles, 350 balles, 200 balles. Les gens ne peuvent pas. Non, mais les gens pauvres, le salaire minimum est 700 réals. Oui. Il ne peut pas. Les gens qui aiment le foot. Maracanã, il était d'abord la capacité 220 000 personnes. Non? Il y avait une area qui s'appelait Geral. Il y avait un tunnel qui séparait le terrain. C'est les gens pauvres qui venaient là. Tu comprends? Avec la musique, l'école de samba. C'est fini ça. Et c'était particulier pour ça. Pour le public, d'abord, c'était exceptionnel, parce que c'est la moitié des gens vraiment
qui n'avait pas beaucoup d'argent. C'était un stade populaire, tu comprends, pour les gens de la favela, pour les écoles de samba. On avait tout, on avait la musique. C'était extraordinaire. Chaque école de samba, ils sont supporters d'un club. Par exemple, de mon club Botafogo, c'est Portela, que tu as connu. De Flamengo, c'est Mangueira. Vasco da Gama, c'est Impératrice. On avait la musique ensemble, plus de places populaires, tu comprends? Et c'était magique. Le terrain extraordinaire, anormal, 125 pour 75. Donc on avait la condition pour jouer, principalement les artistes qui aiment jouer le ballon, on avait la chance pour que... C'est difficile de faire le marquage individuel. Et même sur l'équipe qui vient pour se défendre, c'est impossible, c'est impossible. Ça, c'était la magie des Maracanã. Mais oui, enfin, le foot en ce moment c'est bien gentil, mais il y a de la musique que j'entends là. Et ouais, à Rio, le foot il est au second plan en ce moment. C'est le carnaval, faut que ça danse, faut que ça danse. Aïe 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 aïe. École de samba de Portela à Rio, c'est chaud. On s'est entraîné dur pendant des mois. La li la 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 li la la la. Peu importe l'âge, le physique, il faut que ça swing. Et alors? Eh oui, toutes les couleurs, beaucoup de bleu d'ailleurs. Et puis après, bon, bah, on a chaud, on boira de bonnes caipirinhas. Tiens, on va se retrouver cette fois du côté de Sao Paulo. Les Corinthians de Sao Paulo, bienvenue au siège du club où se trouve forcément un musée. Nous sommes dans le musée des Corinthians de Sao Paulo. Et évidemment, il y a un emplacement tout particulier et très cher au cœur de chacun, de tout supporter corinthien, qui est lié à la démocratie corinthienne. Alors la démocratie corinthienne, c'est quoi? En 1982, initiée par Socrates et 2 ou 3 de ses partenaires très proches et plutôt intellectuels, je vous signale que nous sommes sous la dictature. Et eux, ils vont instaurer un système d'autogestion, c'est-à-dire que les joueurs entre eux, mais aussi vont avoir une relation démocratique avec la direction technique, mais aussi avec la direction administrative et avec la direction politique du club. Et tout ça va très bien marcher. Ça va aller de choisir est-ce que pour ce match, eh bien, on fait une mise au vert, jusqu'à la politique du club dans les années à venir, les transferts à venir, etc. etc. Et évidemment, quand on connaît l'importance du football dans ce pays, eh bien, ça a des répercussions considérables, parce que tous les millions de Brésiliens voient cela. Les politiques et militaires sont très embarrassés, parce qu'on est en train de prouver qu'il y a un système autre qui marche merveilleusement bien, où les gens sont heureux, et ce système, bien sûr, c'est le système démocratique. Vous vous doutez bien que tous les joueurs, et Socrates en particulier, vont subir des pressions particulières des militaires, de manière subtile, bien sûr, car les footballeurs sont très populaires. On ne peut pas comme ça le prendre et l'emprisonner. Mais ça ne sera pas simple. Mais Socrates va tenir bon, ses partenaires également, et ça va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va y avoir des messages politiques sur les maillots. C'est pas de la publicité, c'est par exemple, pour ce match, eh bien, tous les joueurs avaient le 15 voté. Vous voyez, des messages politiques, il y a une réelle conscience politique, et on va dire que ce n'est pas l'élément moteur de la fin de la dictature. Il y en a eu d'autres qui expliquent la fin de cette triste période, mais ça a été l'un des actes fondateurs, et c'est pour ça que les Corinthians, c'est un club un peu particulier, un club populaire. C'est beaucoup plus qu'un club. Dans les jardins du club, avec Basilio, l'un des illustres joueurs des années 70. Il n'a pas connu la démocratie corinthienne, il est parti quelques années auparavant, mais a joué quelques saisons aux côtés de Socrates. Basilio est ce fameux but marqué contre Ponte Preta en 1977. Le ballon de ce match qui allait donner le titre Paulista aux Corinthians figure bien sûr en bonne place dans le musée. Ce club est après Flamengo le plus populaire du Brésil, avec 35 millions de supporters. Je ne sais pas si vous réalisez. Certains sont très connus, comme par exemple Ayrton Senna, dont on découvre le casque au détour d'une allée. D'ailleurs, en se rendant au bar un peu plus loin, on remarque un tableau constitué de personnalités au maillot des Corinthians. Parmi celles-ci, aux côtés de Socrates, aux fausses allures de Michel Fugain, Lula, l'ancien président du Brésil. Mais reprenons notre balade. Il n'est plus très loin, je le sens. Évidemment, il est là à tout jamais. Le poing levé, la crinière au vent, le buste humble,
et fier à la fois. Et de me souvenir dans l'avion qui me menait à la capitale économique du pays, qu'en plongée dans le livre d'or du club, dès la première page, j'atterrissais sur une photo de Socrates et sur la gauche, un texte du docteur. On l'appelait, oui, le docteur Socrates, Jugal, nous Corinthians, Como, etc., etc. Le cœur et l'âme de ce club. Il est tout à la fois. Ce texte, donc, j'allais le retrouver au pied de cette statue. Tel un sermon, un acte de foi, il illustrait, selon Socrates, ce que représentait ce maillot et ce que ne devait jamais oublier ceux qui avaient l'insigne honneur de le porter. Bon, la Coupe du Monde, ce n'est pas que Rio de Janeiro, c'est également un certain nombre de villes, dont Sao Paulo. On voyage un peu, ils ont des chapeaux ronds, vive le breton, ils ont les yeux bridés, vive les japonais, vous allez comprendre. Hello, 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 I'm sorry, hello, 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 sorry, I'm sorry. I'm sorry. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et quand j'ai faim, je deviens agressif, il faut que je bouffe, il faut que je trouve un truc. Et c'est pas ce qui manque ici. Ça baigne un peu dans l'huile, mais ça n'a pas l'air mauvais. S'il vous plaît, pequeño. Si. Ah, legal. Que dice polo? Carne. Si, perfecto. C'est ça qu'il me faut. Nous sommes dans le quartier de la Liberté. Et là, c'est pas Chinatown, c'est Japantown. Parce que figurez-vous qu'à Sao Paulo, il y a 1,5 million de Japonais, ce qui en fait la communauté la plus importante, en dehors du Japon, of course. Et alors ils sont quand même assez excités par rapport au football, parce qu'au Japon maintenant ça marche le foot, et le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc s'ils jouent de temps à autre à Sao Paulo, j'aime autant vous dire qu'ils vont avoir leurs supporters. Alors pourquoi 1,5 million de Japonais? Tu le crois ça, 1,5 million de Japonais au Japon, à Sao Paulo? Parce qu'à l'abolition de l'esclavage ici en 1888, eh bien, il n'y avait plus d'esclaves, où c'était plus compliqué. La main-d'œuvre, évidemment, devenait un petit peu plus chère, quoi. Les esclaves venus d'Afrique étaient encore là, mais c'était moins simple pour les grands boss qui avaient des plantations de canne à sucre, de café, etc. Du coup, il y avait une possibilité pour une main-d'œuvre étrangère. Sont arrivés beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, des Japonais. Ne me posez pas la question pourquoi, on s'en fout un peu d'ailleurs. Mais je sais qu'à un moment, le Japon était sous l'emprise chinoise. C'est peut-être cette période-là, alors peut-être ils en chiaient. Donc quitte à en chier, autant en chier, je veux dire, au Brésil, peut-être c'est sympa. Donc il y a 1,5 million de Lascars aujourd'hui. Et ils sont venus bosser dans les plantations, bon, ce qui est pas extra, mais voilà. Donc c'est assez rare quand même. C'est vrai qu'on est habitués, nous, à San Francisco, à New York, à Paris, Chinatown et tout, mais Japantown, voilà, c'est ici, et c'est très bon, c'est très sympa. Oui. Comme partout, ben, y a des dragons, il y a des trucs, voilà quoi, un peu asiatiques sur les marchés, quoi, voilà, bon, c'est comme ça. Mais il y a quand même un petit peu de foot, et je le prouve, vous voyez, Santos, Corinthians, Palmeiras, voilà. De toute manière, il y a une très grande relation entre le Japon et en matière de football et le Brésil, puisque Zico a été entraîneur longtemps de la sélection du Japon. Il y a eu beaucoup de joueurs brésiliens, Leonardo, Zico bien sûr, et bien d'autres, qui sont allés jouer au Japon, dans le championnat là-bas, et qui étaient très populaires. Une forte relation, Brésil-Japan, relation, very good relation. Je suis avec Arnaud Courtadon, qui travaille à la Gazzetta Esportiva depuis un certain nombre d'années, qui est le site le plus reconnu et qui a été sacré meilleur site de sport au niveau du pays, du Brésil, pour la deuxième année consécutive. Arnaud, est-ce qu'on parle déjà beaucoup de la Coupe du Monde, de la Seleção, ou disons pour l'instant on est encore dans le championnat brésilien?
Bon, ici au Brésil, on est très. Les clubs sont plus importants que la sélection aujourd'hui. La sélection a perdu beaucoup d'attrait en jouant à l'extérieur trop souvent. Mais depuis la Coupe des Confédérations, il y a une nouvelle joie du peuple brésilien avec la sélection. D'accord. Est-ce que on a le sentiment que cette sélection fait partie un petit peu des meilleures ces dernières années? Il y a beaucoup d'espoir. Je suppose qu'il y aura une pression énorme parce que le fait de jouer au Brésil, parce qu'il s'est passé en 1950, etc., on ne comprendrait pas qu'au pays du football, le Brésil n'aille pas au bout. Ouais, disons que le Brésil part toujours favori. À toutes les Coupes du Monde, le Brésil part favori. Là, il est encore plus favori. Pendant la Coupe des Confédérations, il a montré qu'il pouvait jouer bien avec tout l'appui du peuple. Ils ont battu des grandes sélections, l'Espagne en finale, l'Italie, le Mexique, la Bête Noire. La France était un match amical, mais elle a pu montrer que maintenant elle est confiable, si tu veux. D'accord. Est-ce que le peuple brésilien a été gâté? Bon, ça remonte à un certain temps quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui regrettent un peu ce football romantique, ce football où le Brésil, il y avait quand même aussi une culture de jeu qui se perd un peu au fil du temps? Oui, tout à fait. Surtout au niveau des médias aussi. On est tous, on a la saudade des grandes équipes du passé. Une équipe qui n'a pas remporté de titre, celle de 82, elle est aujourd'hui plus vénérée que celle de 94 par exemple. Donc on aime le beau jeu quand même. D'accord. Celle de 82, avec Zico, Socrates, etc., un degré moindre, peut-être 86, ça a été une grande perte pour le football brésilien, parce qu'évidemment il a fallu changer de cap. C'était en fait, on dit que le football romantique il a été battu avec la défaite du Brésil. À partir de ce moment-là, au niveau mondial, c'est la défense qui a pris le dessus. Et depuis, on n'a plus tellement de football romantique depuis, au niveau mondial. Et au niveau du Brésil aussi. Et au niveau du Brésil aussi. Et il y a vraiment eu une cassure, les entraîneurs, le fait que le Brésil ne gagne pas, ont décidé peut-être au niveau national comme... de miser sur la défense, surtout avec Parreira, 94, défense de fer. Et puis Philippon c'est pareil, Parreira était revenu. Le Brésil avait bien joué la Coupe des Confédérations en 2005 avant le mondial, en éclatant l'Argentine en finale et tout. On s'attendait à beaucoup aussi en 2006, mais de nouveau la France était là pour éliminer le Brésil. Donc les médias sont assez durs avec les sélectionneurs d'une manière générale brésilienne. Oui, mais moins, depuis qu'on a remporté la Coupe des Confédérations, ça fait beaucoup de bien. Disons que le peuple et les médias maintenant croient plus en la sélection. La rencontre suivante, c'était avec Pepe, ancienne gloire du football brésilien dans les années 60, joueur international avec la Seleção et champion du monde des clubs avec l'équipe de Santos, où jouait un certain Pelé. El fútbol brasileño, para la gente de Francia y de todo el mundo, no es muy romántico. La época de Tele Santana con Zico, Sócrates, Junior es romántico también. Pero después, ¿cómo explicar esta evolución del fútbol brasileiro? Não sei, eu acredito que o futebol brasileiro começou a se espelhar muito no futebol da Europa. Sim. E hoje já não se vê assim equipes com 4, 5 atacantes como acontecia na nossa época, né? Então, hoje eu não me gusta quando dizem assim, o treinador está sendo ofensivo, está jogando com 2 atacantes. Pô, nós outros jogamos com 5 ou 6 atacantes, sim. Agora o treinador quando joga com 2 já está sendo ofensivo. Então a preocupação hoje em dia é mais de
marcar, meio campo, a primeira palavra que usam hoje em dia no futebol, marcar, vamos marcar, vamos marcar. Não, na nossa época vamos marcar goles. Isso sim. Seguro. ¿Qué piensa la gente de Brasil de esta evolución? Los jóvenes comprendo posible porque no conocen la historia o la grande época. ¿Qué piensa? É que na grande época do futebol brasileiro, a seleção se espelhava no Santos Futebol Clube e no Botafogo do Rio, que eram as duas equipes que levavam cada uma 7, 8 jogadores para a seleção brasileira. Hoje, os grandes jogadores do futebol brasileiro estão na Europa. Então, fica mais difícil para o treinador armar a equipe. De tener una armonía. Ok. Y a tu opinión, ¿puedes hablar de la selección brasileira agora e para a Copa do Mundo? O que pensa disso? A seleção brasileira ainda tem muita qualidade. Claro, vai ter dificuldades que tem Espanha, tem Itália, grandes seleções. França está também, né? Mais ou menos. E aqui na América do Sul também os rivais de sempre, né? Mas o Brasil sempre, quando chega a hora da seleção, a expectativa é muito boa. Então temos ainda grandes jogadores, a nossa grande esperança é o Neymar. Não podemos ter nenhum tipo de problema com o Neymar, que é a nossa grande esperança de fazer gols. Eu conheço o Neymar desde que ele começou aqui no Infantil do Santos e ele já era artilheiro. E o Neymar ao lado do Messi deve ser seguramente a grande figura da Copa. E não penso que para a seleção tem muita pressão. Recuerdo em 50 contra o Uruguai a catástrofe nacional. Eu tinha 15 anos. Sim. Eu tinha 15 anos quando houve essa catástrofe com o Uruguai. Eu, apesar de ser chico, muito jovem, eu senti bastante. E aí apareceu a oportunidade agora do Brasil jogar a Copa em casa. Esperamos que haja uma revanche, que o Brasil seja o campeão mundial. E se não ganhar? É uma... Eu acredito que se não ganhar, pelo menos fazendo uma boa campanha, o povo vai aceitar. Não vai gostar, mas vai aceitar. J'ai pris un taxi et demandé un quartier bohème, la bohème de Rio. Vers une colline, le chauffeur s'est alors dirigé et à Santa Teresa, ici même, nous nous sommes arrêtés. Les artistes ont envahi Santa Teresa, tout comme les hippies dans les années 70. Quelques vestiges du passé ici et là, mais ces voitures si symboliques alors de cette période sont encore très présentes. Eh oui, les chiens savants klaxonnent. J'arrive, cool dog, cool. On a coutume de dire que Santa Teresa est le Montmartre de Rio. Et au-dessus du cœur de ce quartier, une sorte d'oasis et une maison blanche, adossée à la colline. Bienvenue à l'hôtel Santa Teresa. À l'intérieur, tout y est calme et volupté, avec pour chaque chambre un style très recherché, un style très raffiné. L'hôtel Santa Teresa, un petit coin de paradis sur les hauteurs de Rio. Finalement, maintenant, le pays est un peu divisé parce qu'il y a les nostalgiques de ce football spectaculaire et romantique de 70. Et aujourd'hui, le football brésilien, il s'est un peu européanisé, quoi. Enfin, c'est plus le football qu'on a connu. C'est pourquoi que je veux dire, qui c'est qui s'occupe les entraîneurs, c'est pas des gens du football. C'est des anciens ou des nouveaux professeurs d'éducation physique. D'accord. Ils ont pris le boulot grâce à M. Parreira,
qui a gagné cette mauvaise Coupe du Monde en 1994. Ouais. C'est pas le football brésilien. Barreira, ça n'a jamais été un joueur de football. Non, jamais. C'était un professeur de gymnastique. Oui, professeur de gymnastique qui est rentré dans notre équipe, notre délégation en 1970. Oui. On était très amis au professeur, comment on dit, le chef de la profession de préparation physique. D'accord. Admir Chirac, qui l'a mis dans le club pour qu'il parlait anglais, il était intelligent. À partir de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Bacon, il a collé sur Zagallo, ils ont monté une équipe, lui, Zagallo et Chirac. Il a fait, commencé sa carrière comme entraîneur. D'accord. Et à partir de 1994, toujours Zagallo sur lui, ou non? C'est directeur technique. 94, 98. D'accord. Et donc maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs au Brésil qui sont plus des professeurs d'éducation physique. D'accord. Tactique. Parce que le physique, maintenant, on a montré qu'avec le physique, on gagnait la Coupe du Monde. Non, il n'y a pas de joueur. C'est nous, on a un joueur talentueux. Laisse le joueur jouer. Qu'est-ce que non? Maintenant, on a. C'est pour ça qu'on critique beaucoup les anciens joueurs. On n'a pas de boulot, on n'arrive pas à travailler pour que le professeur d'éducation physique, ils ont pris, tu comprends? Le pouvoir. Ah ouais, c'est comment. Mais alors, bon, le problème, c'est peut-être que ces champions du monde, des Clodoaldo, des Gerson, des Tostao, Rivellino, ils n'ont pas voulu être entraîneurs ou ils l'ont été très peu. Non, c'est pas ça, non. Ça aurait été plus simple. Non, je sais, mais je te dis, pareil là, il y a beaucoup de, comment on dit, on dit en portugais, beaucoup d'interférences. Comme il a gagné, il était champion du monde, comme préparador physique, comme entraîneur, mais l'école qui suit, c'est ça, il n'a pas changé. Plus, Scolari aussi, que c'est un mauvais stopper. Mauvais stopper. Donc c'est peut-être pas un bon joueur. Il était joueur, pas un bon. Pareil, qui aime la force, qui aime le physique, qui aime le genre qui aime l'anti-jeu. Ah oui. Il aime l'anti-jeu. Ah oui. Je ne sais pas si tu as accompagné la Coupe de Confédération. On était champion, mais c'était l'équipe qui a plus de fautes. Ah oui, beaucoup de fautes. Dans le tournée. Oui. Ah oui. 258. Ah, 5 matchs, c'est le style de la région sud. Et la majorité des entraîneurs aujourd'hui au Brésil sont là-bas. Dunga, Mano Menez, maintenant Scolari, la 4e fois, sont tous là-bas. D'accord, la région sud, c'est un jeu plus dur. Physique, défensif, jeu, et plus, pareil, ensemble, t'imagines? En quittant Rio, sur la route qui nous menait à Salvador de Bahia, notre dernière destination, Didier a voulu qu'on s'arrête dans un endroit pour parler de quelque chose qui lui tenait à cœur. Est-ce qu'on peut m'arrêter de musique? Disquaire, la musique. Alors, je vais vous montrer quand même, pas les poteaux classiques, mais derrière la profondeur et la qualité des filets. Il faut que ça sorte, il faut que le filet du pêcheur, tu vois, je veux dire, si tu veux du bon paye, du bon poisson, si tu veux que ça vibre, voilà, là tout petit, tu vois, une balle de tennis à la limite, et puis surtout, ah ça y est, c'est pas trop tôt là, surtout la profondeur, quoi, je veux dire, le ballon qui va mourir, qui va se perdre tel un poisson qui va être englué là-dedans. C'est magnifique, c'est le Brésil les enfants, le pays du football. El país del football, señor. Des couleurs variées mais disciplinées, un soleil qui transperce les nuages, une croix imposante, au loin une église, bienvenue à Salvador de Bahia. Ici les jours tournent au ralenti, mais à la réception de l'hôtel Villa Bahia, on est plutôt affairé dans la douceur et toujours la bonne humeur. Ici, on prend le temps de vivre, le temps de se plonger dans un livre ou dans les délices d'un jus de goyave, mon péché mignon. Oui, je l'avoue. Salvador de Bahia, la baie de tous les saints. À Salvador, les descendants des esclaves ont préservé leur culture, leur religion, et les dieux africains sont assimilés aux saints catholiques. Cette croix, si lourde à porter, du XVIe au XIXe siècle, irradie désormais les grandes avenues de la ville, avec comme point d'orgue son centre historique. Aux abords de celui-ci, ils sont nombreux à trouver un peu d'herbe pour pratiquer le sport roi. Entre eau et bitume, les enfants de Salvador s'amusent au contact d'un objet roulant, facilement identifiable, et le temps d'un but, l'euphorie est exprimée comme un peu partout dans le monde. Oui, c'est toi qui as marqué, c'est super. À quelques kilomètres de là, la force et la quiétude du bois qui orne sol et murs de la Villa Bahia. Et dans ce paradis, parfois, un ange qui passe.
Dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler, mais même les colombes font parfois des bêtises qui pourraient avoir de grosses conséquences. Alors, au contact d'une étrange soucoupe volante qui accueillera plusieurs matchs de la Coupe du Monde, les saints sont là, les saints veillent. Il est bien moins dangereux de faire des têtes plongeantes sur les grands lits moelleux de la Villa Baia. Salvador la rebelle qui souffle et les cheveux des palmiers s'agitent alors que les autres aux douces boucles semblent s'y concentrer. Et finalement, tout s'arrange et de manière naturelle. Le naturel d'une situation, le naturel d'un sourire, le naturel d'un regard, le naturel de la Villa Baia. En compagnie de Bruno, le maître des lieux de l'hôtel Villa Baia, qui va me faire découvrir la moqueca. La Villa Baia est une petite perle en matière d'hôtellerie et la cuisine qui s'y prépare se hisse au même niveau d'excellence. Alors la moqueca, c'est notre plat, on va dire régional, c'est le plat connu, le plat baïanais par excellence, qui a l'avantage de pouvoir se faire avec plein d'ingrédients, toujours des fruits de mer. Et puis c'est cuit dans le lait de coco frais. Très important, c'est que les ingrédients doivent être tous très frais. Donc le lait de coco, les oignons coupés en rondelles, les tomates coupées en rondelles, les poivrons coupés en rondelles, beaucoup de coriandre. Et à la fin, on rajoute une petite touche d'huile de palme qui donne la couleur et la saveur à la moqueca. La moqueca de Villa Baia, modestement, est la meilleure du monde. Mais qu'est-ce... Attends, il manque les piments. Ah, important les piments. Si vous passez par Salvador, une halte à la Villa Baia est obligatoire et cela pour bien des raisons. L'une d'entre elles, la dégustation d'une moqueca, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit, et cela est reconnu là-bas, de la moqueca la meilleure du monde. Salvador de Bahia, joyau suprême de la couronne de l'État du même nom. Mais pourquoi s'y rendre? Les gens doivent venir à Salvador de Bahia parce que c'est ici qu'a commencé le Brésil. La première ville fondée au Brésil est la première capitale pendant près de 2 siècles. Quand une personne vient ici, en passant la porte, elle se retrouve dans une ambiance chaleureuse, on va dire, de meubles anciens, de bois, confort. Et puis elle passe la porte dans l'autre sens, elle est plongée dans l'ambiance de Bahia, carnaval permanent, ses couleurs, ces gens qui sourient. On a coutume de dire, pour les raisons historiques que l'on sait notamment, que Salvador de Bahia est la porte africaine du Brésil et cette culture afro-brésilienne désormais n'est nulle part aussi présente dans le pays qu'à Salvador. Alors laissez-vous emporter par ces vagues musicales qui vous emmèneront forcément à bon port et longtemps le matin déambuleront encore dans vos crânes. Les vagues. Reprendre et surtout reposer ensuite ses esprits sur les terrasses de l'hôtel Villa Baia en ne voulant plus reprendre l'avion du retour car l'amour est là. Nous sommes restés à peu près 1 mois au Brésil. Et l'un de mes plus beaux souvenirs avec Didier reste ce feu d'artifice tiré sur la plage de Copacabana à Rio pour le Nouvel An. Féerique. Voilà. Didier avait cette manière unique de regarder le monde à travers le prisme du football. Il y voyait plus qu'un jeu. Il y voyait une manière de comprendre les peuples, les sociétés, les rêves, les désillusions. Ce voyage au Brésil, c'était l'un de ces moments suspendus où tout ce qu'il était se révélait. Curieux, passionné, libre.
Alors pour finir ce film, je vais lui laisser la parole en nous replongeant le premier jour de notre rencontre chez lui, où le Brésil était évidemment au cœur des discussions. Allez. Maintenant, je vais te montrer la plus grande équipe du monde. De tous les temps. De tous les temps. Tu m'excuses, c'est pas l'équipe de France 98. Alors voilà, mon ami. Ça, alors, tu vois déjà dans quel état elle est. Ouais. Ça, c'est... Elle a de l'allure, là, comme ça, déjà. Ça, déjà, c'est beau, hein. Ouais. Hein déjà, ils sont beaux. Parce que... C'est la classe, ouais. C'est la classe. Là, t'as pas d'histoire de... Et puis, les maillots étaient en coton, tu vois. C'est exceptionnel. Pas de pub encore. Ah non, pas de pub, pas les 3 bandes, pas le swatch, je sais pas trop quoi, pas les conneries de Reebok ou je sais pas trop quoi, c'est exceptionnel. Eh oui, donc elle m'a suivi partout et j'y tiens. Et je me demande même si je vais pas demander à ce qu'on m'enterre avec, peut-être. C'est pas vrai. Eh ouais, peut-être. Bah, tu sais, il y a des gens qui veulent que leurs cendres soient jetées au-dessus d'Anfield ou de machin. Oui, je vais demander ça. Quelques petits souvenirs de mes enfants, femmes, tout ça, famille, enfin 3 petits machins, et que ça, on me le plie bien, tu vois, et qu'on me le mette sur les pieds. C'est beau, ça. Et ouais, voilà, je partirai tranquille. Eh ouais. C'est ça, l'amour du football. Ben ouais, mais voilà. Important.